Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette dernière présentation de notre édition. En fait, c'est une édition qui portait sur la transformation numérique. Et donc, c'est une bonne façon de rappeler un point qui est important, la question de l'éthique, surtout dans le domaine de la recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'éthique, de la place de l'éthique justement dans le domaine de la recherche en IA et en sciences des données, les documents de référence qu'on utilise dans le cadre de la recherche au Québec spécifiquement, les points qui sont importants, la question des avantages potentiels et des risques, le point central qui est le consentement qui est une notion qui consiste à dire quelle est la place des personnes, en fait, dans les données qu'elles-mêmes génèrent, donc comment elles peuvent prendre le pouvoir sur ces données-là. C'est ça l'intérêt, l'importance du consentement. La question aussi de la protection de la vie privée, de la confidentialité. On va voir aussi les données, ce qu'on appelle les données sensibles. Et enfin, le rôle d'un comité d'éthique de la recherche. Alors, pourquoi l'éthique? En janvier 2021, vous avez peut-être entendu parler d'un scandale d'envergure, en fait, qui consiste, qui a eu lieu en ce qui concerne le gouvernement néerlandais, en fait, qui a dû démissionner, c'est qu'il y a eu des milliers de familles ont été accusées à tort de fraude aux allocations familiales. Et ce qui était encore plus particulier et plus percutant, c'est que beaucoup de ces familles-là étaient déjà dans une situation vulnérable, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement a demandé à ces personnes-là, à ces familles-là, de rembourser l'État, en fait, ce qui a davantage à amplifier leur vulnérabilité. Et ça, c'est un exemple assez intéressant parce que l'article qui relate ce cas-là, c'est Le Devoir, en fait, qui précise que nombre de ces familles-là ont fait l'objet d'un profilage ethnique sur la base de leur double nationalité. Un rapport a été publié par Amnesty International qui révèle que ils ont utilisé un modèle de classification des risques, en fait. Et le modèle, c'est un algorithme d'auto-apprentissage. On appelle ça aussi l'apprentissage non supervisé, en fait, qui a été utilisé pour la détection des fraudes, en fait. Donc, ça, c'est un exemple intéressant, récent, qui montre à quoi peut mener l'utilisation de l'intelligence artificielle lorsque, par exemple, l'éthique n'est pas considérée. Donc, ça peut augmenter amplifier les vulnérabilités pour certaines populations, pour certains groupes de personnes. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses s'était produit. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, par exemple en Allemagne, des expérimentations médicales qui ont été réalisées sur des prisonniers, en fait, qu'on a mis dans des conditions extrêmes sans leur consentement. En fait, on vérifiait, par exemple, jusqu'à quel point certains prisonniers pouvaient résister à certaines températures. Évidemment, c'était intéressant pour le gouvernement de l'époque parce que ça leur permettait de se dire, ben, si leur armée se retrouve dans telle situation, voilà jusqu'où on peut arriver. Donc, ça, c'est un autre exemple, en fait, et à la suite de cela, il y a eu lors du procès, en fait, le code de Nuremberg, en fait, les principes qui ont été élaborés et ces principes-là, aujourd'hui, sont au cœur de l'éthique. Il y a eu pour le Canada une utilisation aussi de populations vulnérables et des expériences nutritionnelles qui ont été menées sur des enfants autochtones, encore une fois, sans le consentement des parents. Et en 1966, un article assez important a alerté le public sur l'impact de ce problème-là aux États-Unis, en fait. Et donc, qui révélait comment il y a eu plusieurs cas d'utilisation de personnes, en fait, et ces personnes-là, eh bien, n'étaient même pas au courant d'un certain nombre d'éléments faisant partie du projet de recherche dans lesquels ces gens-là étaient impliqués. Donc, tout ça nous amène
à poser la question, quels sont les objectifs de l'éthique? Et à partir des exemples qu'on vient de voir, les objectifs sont de respecter, de protéger les personnes qui participent à un projet de recherche. Donc, et pour la personne qui mène la recherche, c'est important de réaliser des recherches qui sont judicieuses, honnêtes et rigoureuses, en fait. Et dans le même temps, c'est important aussi de tenir compte, si par exemple on fait partie d'un ordre professionnel, de tenir compte des normes qui régissent cet ordre-là. Et c'est une perspective éthique que d'en tenir compte. Et on a aussi un autre point qui est très important, en fait, qu'on retrouve, par exemple, dans les principes du Code de Nuremberg, en fait, c'est d'éviter la souffrance inutile et, enfin, de préserver la confiance des personnes participantes. Et ça, c'est un point très important. On a remarqué, par exemple, durant la pandémie, il y avait des populations aux États-Unis, afro-états-uniennes, qui résistaient, par exemple, à des enjeux de vaccins, parce que justement, il y a eu des précédents et ça crée une forme de méfiance envers certains usages par la suite. Donc, on comprend que c'est très important, justement, de considérer l'éthique quand on fait de la recherche, d'autant plus que s'il s'agit de données générées par ces personnes-là, eh bien, il faut absolument en tenir compte. C'est pour cela qu'au Québec, il y a des cadres qui nous permettent, auxquels on peut se référer, en fait, pour la pratique de la recherche, en fait, en IA, qui concerne l'IA et la science des données. Alors, un document a été publié en 1998, en fait, le PAM, le plan d'action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique. Et au Québec aussi, le document de référence, c'est l'énoncé de politique des 3 conseils, le PTC2, qui en est, il y a eu des modifications, mais c'est pas assez significative pour qu'on parle d'une 3e version. Évidemment, il va probablement en avoir avec des enjeux juridiques qui commencent à émerger aussi par rapport à cet énoncé-là. Alors, cet énoncé de politique des 3 conseils constitue la boussole, en fait, de l'éthique, en fait, pour les comités d'éthique en particulier au Québec. Et cela, pas seulement au Québec, mais aussi à l'échelle fédérale, parce que c'est lié ça a été rédigé, en fait, mené par les 3 conseils, en fait, le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, le CRSNG et les IRSC, en fait. Et c'est un document dans lequel on retrouve les points importants qu'il faut considérer quand il s'agit de recherche qu'on mène en particulier, dans notre cas, en fait, à l'Université Laval, dans les universités. Et en ce sens-là, si une institution comme les cégeps, les collèges, des structures de santé, en fait, qui peuvent, par exemple, avoir une entente avec ces organismes-là, ces conseils-là, eh bien, si une recherche est menée dans ces structures-là, dans ces institutions-là, eh bien, c'est important d'appliquer le PTC2. Si, par exemple, une personne provenant de ces milieux-là mène aussi une recherche en dehors du Canada, c'est important aussi de se référer à cet énoncé-là, en fait. Donc, ça, c'est vraiment pour parler quand est-ce qu'il faut appliquer ce qu'on retrouve, cet énoncé-là, dans l'énoncé. Le point, la raison, le but, justement, de l'éthique en ce sens-là, c'est de préserver la dignité humaine. Alors, quand on parle de dignité humaine, en fait, c'est important, par exemple, quand on fait une recherche, d'identifier les risques, en fait, et puis de pouvoir en discuter avec les personnes concernées, donc d'évaluer et identifier les risques, et puis surtout d'adopter des mesures de protection pour protéger les personnes qui sont concernées, en fait. Et cela tout au long du cycle de vie des données de recherche. En fait, on parle avant la collecte de la donnée, donc c'est important justement de pouvoir identifier ces enjeux-là. On sait qu'il peut y avoir aussi des enjeux qui émergent dans le cas particulièrement des données, en fait, il peut y avoir des enjeux qui émergent durant la recherche, et bien de pouvoir se référer tout le temps
à la dignité humaine, en fait. Par exemple, si on prend par exemple le cas d'une recherche avec les données, il est important de préserver les données qui sont utilisées pour faire de l'entraînement, par exemple. Parce que si jamais on veut comparer, si par exemple, quand le projet devient peut-être utilisé, par exemple, peut-être utilisé dans un cadre très, très concret, eh bien, c'est important justement de pouvoir comparer les données, en fait, et voir est-ce qu'il y a eu une déviation. Et s'il y a eu une déviation, pourquoi? Donc, c'est pour ça que c'est important, dans le domaine de l'éthique, on demande de journaliser les actions. Donc, par exemple, si un modèle est là pour faire telle tâche, eh bien, c'est important justement de vérifier si jusqu'à la fin, c'est le cas. En fait, s'il y a eu une déviation, pourquoi? Et dans le domaine de l'IA, donc c'est très important d'aller chercher ces informations-là, en fait, pour avoir ce qu'on appelle une traçabilité des modèles, en fait, de tout ce qui se passe afin d'avoir une idée, en fait, de ce qui se passe dans la boîte. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est un point très important. Donc, c'est pour ça qu'il il est important, dès le départ, d'avoir ce qu'on appelle un plan de gestion de données. Dans un plan de gestion des données, en fait, on réfléchit sur les types de données. En fait, on décrit les finalités des données, les standards qu'on va utiliser. Est-ce qu'il y a des normes ISO, par exemple 27001 pour la sécurité, le lieu de stockage, si c'est des données en santé, on sait qu'il faut que ça soit absolument au Canada. La conservation et l'archivage, et ça c'est un point très important. Par exemple, dans le domaine des données, on ne peut pas supprimer comme ça les données parce que si après on veut auditer ce qui a été fait, c'est important d'avoir accès aux données. Donc, c'est important d'avoir des stratégies d'archivage, de penser à la sécurité. Donc, évidemment, les questions éthiques sont un élément de tout ça, les responsabilités, les personnes, le coût. En fait, il faut savoir que si on veut préserver des données, eh bien, il y a un coût qui est associé à cela. Donc, tout ça, c'est des points auxquels il faut penser absolument quand on a à faire de la recherche à partir de données. Donc, il existe particulièrement, ici, j'ai pris un plan qui a été fait par l'Université de Rennes, mais c'est une tendance européenne et c'est très pertinent de pouvoir tenir compte de cela. Et on va dire, au Québec, on est quand même assez chanceux parce qu'à l'Université Laval, on a une structure dans le domaine de la santé qui permet d'y penser, en fait, qui a déjà mis une infrastructure pour ça. En ce sens-là, j'encouragerais fortement les personnes qui veulent faire des recherches en santé, en fait, de pouvoir faire appel à Pulsar parce qu'on a cette structure-là pour pouvoir vraiment avoir accès justement à ces données-là parce que c'est important dans le domaine en particulier de l'IA, de pouvoir auditer, de pouvoir se référer à ce qui a été utilisé pour développer un modèle, pour entraîner ou développer des modèles. Si on revient à le PTC2, en fait, il y a 3 principes directeurs qui sont extrêmement importants, qui guident le travail des comités d'éthique, en particulier qui concerne l'éthique, c'est la question du respect des personnes. En fait, c'est important de bien comprendre, on l'a dit tout à l'heure, la question des risques, parce que en fait, participer à un projet de recherche, c'est prendre un risque en quelque sorte, c'est aller en terrain inconnu, on ne sait pas ce qui peut arriver, eh bien, c'est important justement le plus possible de pouvoir, de savoir qu'est-ce qui pourrait arriver dans l'objectif justement de protéger le bien-être des personnes, en fait, d'éviter les risques et de considérer l'impact du point de vue de la personne sollicitée. Et ça, c'est très important, en fait. Oui, on peut avoir une idée de l'impact, mais c'est important aussi de demander aux gens leurs attentes. Et ça, c'est un point très important parce qu'on a remarqué, par exemple, des personnes qui sont capables, par exemple, de partager sur Facebook des données sensibles provenant de leur passeport ou d'autres documents importants. Et puis, cette même personne va à la banque, demande à la banque de protéger cette même donnée qu'elle vient elle-même de diffuser. Donc, on comprend que l'attente, quand même, c'est très important de comprendre les contextes aussi, l'attente des personnes en fonction de leur participation à certains projets de recherche. La question de la justice, accorder un respect égal, répartir de façon équitable les avantages et les inconvénients d'une participation lorsque, par exemple, on doit déterminer les critères d'inclusion et d'exclusion.
Donc, ça, c'est pour le PTC2. Donc, il est très important de considérer ce point-là. Donc, ça, c'est un cadre qu'on a au Québec, au Canada, évidemment, quand on fait de la recherche de façon générale, mais concernant les êtres humains, mais de façon spécifique, on parle ici de données, donc de considérer ce point-là. D'autres références qu'on a au Québec récemment a été adopté le projet de loi appelé loi 25, en fait, l'ex-PL 64, en fait. Et si on fait de la recherche en lien à des êtres humains, donc c'est important de considérer cette loi-là. Et si un chercheur, une chercheuse souhaite aussi faire des recherches avec d'autres pays, en fait, si c'est avec l'Europe, eh c'est important aussi de se renseigner sur les législations. Ici, c'est le RGPD. Si c'est avec d'autres pays, on sait qu'aux États-Unis, il y a la Californie récemment qui a adopté aussi le CCPA. Si c'est avec le Nigeria, il y a aussi des lois, donc c'est important d'en tenir compte. Si c'est avec le Kenya, il y a aussi des lois. Si c'est avec le Brésil, il y a aussi des lois. Et si c'est avec, par exemple, la Chine, en novembre dernier, il y a aussi des lois. Donc, c'est important, quand on est dans le domaine des données, de considérer ces législations-là. Ce sont des cadres, en fait, auxquels on se réfère pour pouvoir mieux protéger ces valeurs numériques qu'on appelle les données. Maintenant que je viens d'expliquer le cadre qu'on a au Québec, le PTC2, qui constitue notre guide, en fait, pour la recherche, et puis la loi 25, en fait, qu'on a, la loi 25, on sait qu'une partie entrera en vigueur en septembre 2022, donc dans quelques mois, une autre partie en 2023 et la dernière partie en 2024, en fait. Donc, ça, c'est les différentes étapes dans la ligne du temps de l'application de l'entrée en vigueur de cette loi-là. Maintenant qu'on a fini de parler de ce cadre-là, de cet encadrement des recherches au Québec, parlons maintenant des points qui concernent la recherche elle-même, en fait. Les avantages potentiels et les risques en contexte de recherche avec des êtres humains. Il est très important d'identifier ces avantages-là et les risques, et en sachant que les avantages doivent l'emporter sur les risques prévisibles. Donc, de penser en termes d'avantages, les retombées positives pour le bien-être des personnes, de leur collectivité, de la société dans son ensemble, pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, en fait. Et de penser aussi avant le projet, de commencer le projet, de penser au risque, en fait, comme la possibilité que les participants ou d'autres personnes subissent un préjudice. Donc, de savoir, de bien comprendre quel effet négatif tel type de projet pourrait avoir sur le bien-être des personnes, qui peut être d'ordre social, comportemental, psychologique, physique, spirituel, économique, etc. Donc, l'exemple que j'ai pris au début, montre l'impact que ça peut avoir sur le plan financier, par exemple. Donc, ça, c'est un type de risque qu'il faut anticiper, en fait, et savoir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, justement, quand on identifie qu'il y a des risques, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut soit éviter, éliminer ou minimiser les risques, en fait, le plus possible. Diminuer l'exposition, diminuer les personnes à l'exposition de ces risques-là, dans l'objectif d'éviter la stigmatisation, la vulnérabilité, l'amplification de la vulnérabilité, comme on a vu au début, et proposer des mesures appropriées pour éviter, par exemple, d'identifier une communauté lors de la diffusion des résultats de la recherche. On peut imaginer, par exemple, une recherche qui vise à déterminer la cote de crédit de certains groupes, de certaines communautés. Eh bien, on comprend que si une compagnie d'assurance tombe sur cette information-là, l'impact que ça peut avoir, et c'est un exemple qui s'est passé aussi en Europe, en fait, on avait utilisé une intelligence artificielle pour déterminer certains risques. Et puis, c'était encore une fois un modèle d'IA non supervisé, en fait, d'apprentissage non supervisé. Et l'IA a déterminé un modèle comme quoi les personnes avec la particule DA, eh bien, ces personnes-là ont des problèmes de créance. Et finalement,
la suggestion qui est faite lorsque si une compagnie d'assurance utilise ce modèle-là, eh bien, toutes les personnes avec cette particule-là, eh bien, n'auront pas de police d'assurance. Donc, on voit que ça peut avoir un impact quand même assez important. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à ce type de risque-là et savoir comment on va faire pour pouvoir les mitiger, les réduire au maximum. D'autres points qui sont très importants, c'est quand, par exemple, il faut déterminer les critères d'inclusion et d'exclusion. Par exemple, dans certains projets, il est important d'avoir une catégorie, un groupe de personnes. Et ça, c'est important aussi de faire une inclusion appropriée. Dans le domaine des données, d'avoir une bonne représentation de la population cible. Donc, si on sait que dans telle population, on a 10% de tel type de population, 20%, etc., c'est important d'avoir accès, que la recherche puisse être bénéfique à tout le monde. Il ne faut pas oublier que les organismes qui financent, eh bien, ce sont ces mêmes personnes qui contribuent. En fait, les contribuables, ce sont des contribuables. On ne peut pas les exclure dans certains projets pour des raisons qui ne sont pas défendables, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de tenir compte, de faire attention à ce qu'un projet de recherche n'ait pas un impact négatif en ce sens-là sur les personnes. Donc, éviter des exclusions inappropriées parce que justement, ça peut entrer en contradiction avec des principes de justice. Donc, tout ça, c'est des points auxquels il faut penser quand on a… Ça, c'est dans le cas où il faut… ça, c'est des données qui n'ont pas encore été collectées. Hein. On est vraiment ici dans ce qu'on appelle… quand il faut… quand on n'a pas encore créé une base de données, s'il faut aller chercher des informations. Donc là, c'est très important de penser à cette question-là, à ces aspects-là. Évidemment, si c'est des données qui ont déjà été collectées, il peut y avoir d'autres méthodes pour pouvoir, qui pourraient être utilisées, en fait. Considérer aussi l'enjeu de la vulnérabilité. Donc, on a parlé de ça au début. C'est très important de comprendre que avec la science des données, avec l'intelligence artificielle, il est très facile d'amplifier les vulnérabilités. Donc, si jamais on fait appel à certaines personnes, donc c'est important de faire bénéficier de protections supplémentaires pour les personnes n'ayant pas la capacité de prendre des décisions. On va dire par exemple des gens qui ont des problèmes cognitifs, etc. Donc, c'est important de pouvoir faire appel à une autre personne qui pourrait aider éventuellement s'il s'agit d'une personne mineure aussi. Donc, tout ça, donc de faire appel à un tuteur, une autorité parentale, tout ça, moins de 14 ans, pour pouvoir prendre la décision. Parce que ce sont des personnes vulnérables. S'assurer que la participation des groupes à l'étude est justifiée et qu'ils sont adéquatement protégés aussi. Donc, ça, c'est des points auxquels penser. Et quand on a à diffuser les résultats, eh bien, de tenir compte aussi, nous-mêmes, si on est des personnes qui faisons de la recherche, eh bien, d'être prêts à partager les résultats qui infirment une hypothèse, donc d'être honnête aussi là-dedans, communiquer les résultats de la recherche aux personnes. Souvent, dans les, on peut demander aux personnes est-ce qu'elles seraient intéressées à prendre connaissance des résultats. Donc, d'avoir, si c'est le cas, eh bien, de vulgariser, de faire du transfert de connaissances. En fait, ça peut être une petite vidéo qui présente le projet de façon non technique, en fait, ou ça peut être un webinaire organisé. Ça, c'est quelque chose qui peut être très utile. Si on veut faire un retour, comme ça, on peut avoir le point de vue aussi des personnes. Donc, ça peut être très pertinent, en fait, de faire profiter les personnes des résultats d'un projet de recherche. Donc, là, on vient de voir l'enjeu, l'importance d'identifier les risques et les avantages et les mesures qu'il faut prendre pour protéger les personnes parce qu'il y va de leur bien-être, en fait, qui peut impacter aussi leur situation économique, leur situation sociale, leur situation financière. Donc, tous ces contextes-là, il faut en tenir compte avant le début d'un projet, en fait. Maintenant, je vais parler du consentement, en fait, du consentement. Et le consentement est considéré ici comme le pouvoir qu'on donne aux personnes sur leurs données.
Alors, qu'est-ce que c'est le consentement? C'est la possibilité qu'une personne a de dire oui ou non qu'elle veut participer à un projet, en fait. Et le consentement, comme on le sait, doit être libre, volontaire, éclairé, continu, en fait. Éclairé parce que c'est important de donner les informations pertinentes à la personne pour que la personne puisse prendre sa décision, en fait. Donc, c'est le principe de l'autonomie. Donc, c'est une question d'autonomie. Donc, de pouvoir permettre à la personne de faire un choix, d'éviter d'adapter l'information en fonction des enjeux linguistiques, d'éviter un langage trop technique, de préciser les données qui seront collectées, les mesures de protection et le mode de diffusion des résultats. Ici, on est dans le cadre de l'EPTC2, parce que je vais parler aussi de la loi 25, mais ici, on est vraiment dans le cadre de l'EPTC2 qui précise ces questions-là, donc pour que ça soit un consentement éclairé. Et ça doit être aussi un consentement continu, en fait, durant toute la période de la participation de la personne. Eh bien, elle peut à n'importe quel moment, sans donner de raison, se retirer du projet. Donc, la personne n'a pas besoin de donner une raison. Et donc, c'est pour ça que c'est important de donner aux gens des informations, toutes les informations pertinentes pour leur consentement continu, en fait. Si jamais la personne veut se retirer, à qui s'adresser, divulguer tous les changements pendant la recherche en fonction des avantages et des risques. Par exemple, certains projets de recherche avec des données pourraient se révéler peut-être problématiques, en fait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Donc, c'est important, justement, si on remarque des problèmes, de rapidement contacter le comité d'éthique, en fait, pour avoir rapidement, très rapidement, un avis, parce que ça peut être très important, peut-être, d'arrêter le projet ou de prendre des mesures supplémentaires pour pouvoir mieux protéger les personnes. C'est des points qui pourraient se révéler très utiles pour le bien-être populationnel. D'autres éléments qu'on retrouve aussi dans le PTC2, de notre boussole pour la recherche avec des êtres humains, c'est important de toujours avoir un consentement avant une recherche primaire. De même, le consentement avant une recherche secondaire. Donc, on parle de recherche primaire lorsque la donnée n'est pas encore là, en fait. Donc, on va aller chercher la donnée sur le terrain par différents moyens, différents types de moyens, où la donnée est déjà là. Eh bien, selon le PTC2, il faut aller chercher le consentement. Ça, on est vraiment dans le PTC2, ça prend un consentement. Le consentement est primordial dans les deux cas, à la fois pour la recherche primaire et la recherche secondaire. Évidemment, il y a des cas, je vais en parler un petit peu plus loin, où ce n'est pas requis. Mais il faut comprendre que dans le PTC2, à la fois pour une donnée qui n'a pas encore été collectée ou pour une donnée déjà collectée, ça prend un consentement, en fait. Et quelles sont les manières qu'on peut utiliser pour aller chercher ces consentements-là? Ça peut être un accord verbal. Il faut toujours documenter le consentement, donc avoir un document qui dit comment ça a été obtenu. Ça peut être par écrit, ça peut être par un formulaire, ça peut être aussi par des médias électroniques, en fait. Et par les médias électroniques, je pense il est important de toujours, si on utilise le courriel, de toujours chiffrer le courriel qu'on utilise, en fait. Parce que par défaut, les courriels ne sont pas chiffrés. Beaucoup de courriels ne sont pas chiffrés, donc il faut les chiffrer pour protéger les informations qui sont qu'on va envoyer, en fait, qu'on va recevoir pour les transferts d'informations. Selon le PTC2, il y a des moments, il y a le consentement, quand par exemple on a pour une utilisation secondaire des données, en fait, il faut effectuer une recherche en utilisant des données collectées dans un but, en fait, quand on parle de recherche, utilisation secondaire des données, c'est quand par exemple on a un projet, une donnée a été collectée dans un objectif très spécifique et puis on fait une utilisation dans un autre objectif, en fait. Et en ce sens-là, il faut communiquer avec la personne
justement, selon le PTC2, c'est ça la particularité. En fait, on est toujours dans le PTC2. Ça prend, même s'il s'agit d'une utilisation secondaire d'une donnée, ça prend un consentement. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là, donc ce qui, des fois, peut être très compliqué. Évidemment, dans certains cas, le consentement n'est pas requis. Toujours dans le PTC2, il y a quelques cas, par exemple, lorsque, par exemple, il est très difficile d'avoir accès aux personnes qui ont généré les données. On va dire, par exemple, des personnes, une base de données des années 60, 70, 80. Bon, ça peut être très difficile d'avoir ces personnes-là. Lorsque, par exemple, les personnes qui ont donné leur consentement, eh bien, ont exprimé des préférences au sujet de l'utilisation secondaire des données, qui ont dit, bon, il n'y a pas de problème, ou encore l'utilisation des données identificatoires est possible et ça peut avoir des conséquences, peu de conséquences négatives sur le bien-être des personnes. Donc, dans ces cas-là, ça c'est quelques cas en fait que je donne ici, eh bien, le consentement n'est pas requis. Donc, si je résume, quand on est dans le domaine, dans le cadre de l'EPTC2, ça prend toujours le consentement, sauf dans certains cas. En fait, ça prend le consentement si les données ne sont pas encore là, on ne les a pas encore collectées, ça prend un consentement pour aller les chercher. Si les données ont déjà été collectées, ça prend aussi un consentement aussi. Donc, ça, c'est pour le PTC2 actuellement. Dans certains cas, eh bien, comme vous voyez ici, eh bien, le consentement n'est pas requis, mais il faut comprendre que ça prend toujours un consentement. Donc, c'est quand même important de comprendre que c'est une question centrale pour l'éthique, en fait. Particulièrement, on l'a vu, hein, on a vu les raisons, c'est la question de l'autonomie, le fait qu'il y a plusieurs recherches qui ont été menées auparavant au XXe siècle, et puis ça s'est mal passé. Donc, c'est important de revenir, de donner le pouvoir aux personnes. Donc, c'est la façon pour aller chercher leur point de vue, leur aval, leur accord. Donc, c'est très important d'avoir le consentement, sauf dans certains cas. Donc, on est dans le PTC2. Et toujours dans le PTC2, il peut y avoir ce qu'on appelle des découvertes fortuites, en fait. C'est quoi une découverte fortuite? C'est quand, par exemple, dans le cadre d'une recherche, eh bien, on découvre quelque chose qui peut avoir des répercussions considérables pour le bien-être d'une personne. Donc, ça peut être, par exemple, la détection d'une maladie, par exemple, ou d'un problème assez important. Et là, en fait, il faut comprendre que dans certains domaines, c'est courant. Par exemple, dans le domaine de la génétique, de l'imagerie, souvent, il y a des découvertes fortuites. Donc, dans ce cas-là, si on peut anticiper cela, en fait, on va dire qu'il se peut qu'il y ait des découvertes fortuites. Donc, c'est important, lorsqu'on va collecter la donnée, d'en parler aux personnes en question, de leur dire, il se peut qu'on découvre des choses, qu'on découvre qu'il y a une découverte fortuite, en fait, donc une découverte qui est assez importante pour impacter le bien-être de la personne, eh bien, que la personne comprenne cela, et on peut demander à la personne, on peut faire comprendre, échanger avec les personnes sur les manières, fournir des renseignements sur la façon dont ces découvertes seront divulguées, en fait. Dans certains cas, il y a des personnes qui vont dire je ne veux pas je préfère ne pas savoir ces informations-là. Et à ce moment-là, il faut respecter la préférence de la personne. Mais normalement, si on est capable de prévoir cela, eh bien, il faut en parler avec la personne. Et évidemment, il faut avoir un cadre pour ça. Et puis, si jamais ce n'est pas un domaine dans lequel il y a souvent des découvertes fortuites, eh bien, si jamais cela se produit, eh bien, il faut en discuter avec votre comité d'éthique afin de prendre les mesures qu'il faut pour la suite du projet. Donc là, on est dans le cadre de l'EPTC2, donc le document qu'on a. Avec la loi 25 pour le Québec, il y a des choses qui ont, dans le cadre, par exemple, de la collecte de la donnée, des données à collecter, il y a aussi des exigences, en fait. Le consentement est requis lorsque la donnée n'a pas encore été collectée. Donc, quand la donnée n'a pas encore été collectée, c'est important, quand on va la collecter, de demander le consentement de la personne pour l'utilisation primaire
secondaire et la communication de cette information-là. Et ça, c'est très important parce qu'au niveau de la communication, c'est important de tenir compte, par exemple, si on partage la donnée dans le cadre d'un projet de recherche, par exemple, avec d'autres pays, de s'assurer que le pays en question a au moins les mêmes lois qui respectent la protection de la vie privée des personnes. En fait. Donc, c'est très important. On ne peut pas partager les données provenant des résidents des personnes vivant au Québec comme ça avec d'autres pays si on ne vérifie pas ces points-là. Évidemment, c'est des choses que vous allez discuter avec votre comité d'éthique pour déterminer ces points-là. Évidemment, il va y avoir très certainement, je pense, des avis de la CAI aussi pour ces questions-là. Pour l'instant, si vous voulez savoir une idée des pays qui respectent, par exemple, le RGPD, sur le site de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, il y a une liste de pays, un mapping assez intéressant pour savoir les pays qui respectent, par exemple, le RGPD. Donc, ça peut être déjà un bon point. Le consentement aussi est requis quand il faut collecter des données de mineurs. Moins de 14 ans, ça prend une autorité parentale ou un tuteur, et plus de 14 ans, eh bien, ça peut être le mineur, en fait, 14 ans et plus. Ça, c'est ça la différence avec le PTC2, apporté par la loi 25, c'est que quand c'est des données qui ont déjà été collectées. On peut par exemple penser à des bases de données des ministères. En fait, il y a une vingtaine de ministères qui ont des bases de données assez intéressantes. On est quand même plus de 8 millions de personnes au Québec. Eh bien, là, le consentement n'est plus requis s'il s'agit de recherche qu'on veut faire. Si on veut faire de la recherche, eh bien, actuellement, avec la loi 25, eh bien, le consentement n'est plus requis. En fait, n'est pas requis en fait, pour l'accès à ces bases de données-là. Donc, les données qui ont déjà été collectées. Mais pour le faire, en fait, ça prend une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, tous les enjeux, je vais en parler un petit peu plus loin, liés à la confidentialité. Donc, ça, c'est des points qu'il faut considérer qui s'en vient, en fait. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais avec la nouvelle loi, eh bien, c'est tout à fait possible d'y avoir accès sans le consentement. Évidemment, vous allez me dire, mais comment les gens seront protégés? En fait, ce qui est prévu dans la loi, et c'est ça toute sa force, c'est les sanctions. En fait, il y a différents types de sanctions. Il y a des sanctions, par exemple, pour des personnes qui vont, par exemple, si quelqu'un fait de la réidentification, en fait, qui procède à la réidentification, mais aussi des sanctions pour des personnes qui tentent de faire des réidentifications. Donc, c'est là où ça devient, même si le consentement n'est plus requis, mais il y a quand même une forme de protection dans des sanctions qui sont prévues si jamais quelqu'un aurait fait aurait commis une infraction, quelqu'un ou une entreprise. Donc, c'est pour ça que ça prend une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et déjà, si vous allez sur le site de la CAI, vous allez trouver un guide d'accompagnement qui donne beaucoup d'éléments, par exemple les normes à suivre, ISO, la conformité et comment on peut être conforme, comment identifier des risques d'atteinte à la vie privée, mise en place de stratégies pour réduire, éviter les risques. Et surtout, comme on est dans le domaine de l'éthique, comment augmenter les bénéfices pour ces populations. Pour l'instant, si on veut, par exemple, avoir accès à ces bases de données, la stratégie qu'on a pour l'instant, on peut faire, on a ce courriel qu'on peut utiliser. On peut aussi, pour les projets en santé, en fait, avec l'Institut de la statistique du Québec, qui a déjà une structure pour ça. Et puis, sur le site de la CAI, on a aussi un répertoire des personnes responsables de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. L'autre point qui est aussi tout à fait important, c'est la question de l'utilisation secondaire des données. Je reviens sur ce point parce qu'en fait, ça va être la force de la loi 25, c'est la possibilité de réutiliser, de faire pour l'utilisation secondaire des données. En fait, ça va être
ça va faciliter justement la recherche en IA, parce qu'on sait qu'au Québec en particulier, il y a eu plusieurs problèmes d'accès à des bases de données. Certains chercheurs ont même été obligés d'utiliser des bases de données en Ontario, en fait, pour des projets de recherche. Donc, avec la loi 25, eh bien, c'est un problème qui va être réglé, mais on voit aussi qu'il y a des sanctions pour si jamais il y a des infractions. Et c'est intéressant, en fait, pour l'utilisation secondaire des données parce que ça permet de réduire le coût pour la collecte, en fait, et d'éviter des duplications. Parce que on le voit souvent, il y a plusieurs chercheurs qui font des projets de recherche et puis qui créent leur base de données et puis qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ça c'est coûteux. Et puis, surtout, avec la loi 25, il est aussi prévu qu'il doit y avoir un temps de conservation et ça, c'est quand même assez problématique dans tout ça. Donc, c'est pour ça que les personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé, je les encourage vraiment à faire appel à Pulsar parce que c'est vraiment, Pulsar a trouvé une bonne stratégie éthique pour pouvoir travailler dans une perspective éthique, en fait, et en IA, en fait. C'est la bonne façon. Au lieu, je pense que c'est une stratégie qui devrait vraiment davantage, qui devrait être une bonne façon. On peut faire un bien meilleur usage encore de Pulsar parce que c'est fait. Peut-être ça va aider davantage la recherche à l'Université Laval, en fait. Et donc, et de réduire le nombre de sollicitations auprès des personnes participantes et surtout favoriser la reproductibilité. Et ça, c'est très important de le préciser parce qu'il y a 2 ans, il y a le prix Nobel de chimie, en fait, qui a dû retirer un article scientifique. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas reproduire les résultats. Mais si on détruit les données, on ne pourra pas vérifier ces choses-là. Et donc, c'est très important justement pour la reproductibilité de la science, en fait, des résultats. C'est important. Et c'est pour ça qu'encore une fois, Pulsar peut être très utile en ce sens-là. Maintenant, je vois qu'il reste peu de temps. Je vais aborder la question de la protection de la vie privée et de la confidentialité. En fait, c'est un concept qui date du 19e siècle, qui a été publié à travers un article qui a été publié par 2 professeurs sur la question, et ce qui renvoie au droit d'être en paix, en fait. Et ce concept-là, bon, qui est un point central pour l'International Association of Privacy Professionals, renvoie à l'exigence de ne pas subir l'interférence ni d'intrusion, le droit à la confidentialité de ces données, le pouvoir sur ces renseignements personnels. Ça, c'est le point important. Donc, le pouvoir qu'on a sur ces données. Donc, c'est ça qu'on peut retrouver à travers cette notion de vie privée qui est très importante. En fait, il y avait un document d'orientation là-dessus pour le Québec. Et ce concept renvoie à la vie privée territoriale qui devient de plus en plus important parce qu'on remarque quand même de plus en plus de la vidéosurveillance dans certains lieux. Et là aussi, ça peut être une atteinte à la vie privée. D'ailleurs, cette semaine, un rapport a été publié sur cette question-là qui montre comment, au Canada, c'est assez important ce problème-là. Donc, ce qu'on appelle la vie privée territoriale. C'est une catégorie de vie privée. La vie privée liée au corps physique, en fait, c'est une autre forme un autre aspect de la vie privée. Puis, ce qui nous intéresse ici, c'est les renseignements personnels. En fait, quand on parle de renseignements personnels, ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En fait, ça renvoie à une personne physique et c'est les informations qui nous intéressent ici, ce sont des informations qui ont rapport à des données sensibles, en fait, à la finance, à l'origine ethnique, à la biométrie, à la santé, des données en santé, des données qui ont rapport aussi à l'expression de son opinion politique, en fait, religieuse. Et en ce sens-là, bon, très rapidement, on voit par exemple l'avènement d'une plateforme qui s'appelle TikTok, qui va un petit peu plus loin que Facebook, en fait, parce que
à travers TikTok, en fait, on a cette question de l'expression de l'opinion, que ce soit des opinions. On a vu, par exemple, durant la pandémie, plusieurs groupes religieux qui ont leur propre compte TikTok sur le conflit en Ukraine aussi. On a des opinions politiques. Donc, c'est quand même une plateforme qui est concernée quand même assez par les enjeux liés aux données sensibles. On a aussi, ça peut être aussi des informations sur ses préférences sexuelles, ses pratiques sexuelles. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont liés à la vie privée. Et donc, c'est des points qu'il faut, quand on fait de la recherche, il faut considérer ces questions-là. Et cette semaine, le commissariat à la protection de la vie privée, justement, a publié un document sur les renseignements sensibles. Et donc, c'est un document assez important qui permet de comprendre, auquel on peut se référer, en fait, si on veut savoir un peu plus là, sur cette question. Donc, je ne vais pas trop en parler parce on arrive déjà presque à la fin. Donc, je vais, pour terminer, le dernier point dont je voudrais parler, c'est la question, c'est la place, le rôle d'un comité d'éthique de la recherche, en fait. C'est ce qu'on appelle vous savez qu'il y a les comités d'éthique cliniques, mais ce qui nous concerne ici, c'est les comités d'éthique de la recherche. Ça va être un comité d'éthique de la recherche est là pour vérifier la conformité d'un projet de recherche aux principes dont j'ai parlé au début. Tout ce qui concerne la préoccupation pour le bien-être, le respect de la personne humaine, la question de la justice. Donc, le comité d'éthique de la recherche est là pour vérifier ces questions-là et est là pour faire des suivis. S'il y a des modifications aussi. Et un comité d'éthique de la recherche généralement est composé d'au moins 5 personnes, avec des personnes éthiciennes, des personnes chercheuses, un membre de la communauté, et puis des personnes aussi dotées de connaissances juridiques, en fait. Donc ça, c'est ce type de comité-là, en fait, qui analyse, qui vérifie, qui examine, qui supervise les projets de recherche. Donc c'est pour ça que c'est une façon de bien encadrer les recherches et surtout avec les données, il faut être encore plus vigilant. À l'Université de Laval, on a les cellules, en fait. Vous pouvez consulter le site pour prendre connaissance de ce qui est fait. Il y a aussi pour le CHU qui a aussi son propre comité d'éthique. Donc, il y a des projets généralement qui ne nécessitent pas d'évaluation. Donc, quand le projet ne concerne pas de recherche, ça peut être aussi des activités intégrant une pratique créative. Donc, il y a certains types de projets qui n'ont pas besoin d'être évalués par un comité d'éthique. Mais quand il s'agit d'un projet qui est proposé surtout en sciences des données, donc c'est important de comprendre qu'il faut protéger les données, en fait. Et souvent, les gens ne font pas la différence entre la sécurité et la protection des données. La sécurité, c'est un élément, comme on le voit ici, c'est un élément de la protection, en fait. Parce que les éléments de la protection, c'est par exemple, quand on a, par exemple, à collecter une donnée, eh bien, les finalités qu'il faut déterminer, ça, c'est un élément de la protection. Et ce qu'on appelle la vie privée dès la conception, en fait, c'est un élément qui se rapporte à ce type de mesures de protection. Donc, on limite l'utilisation, la divulgation, la conservation, c'est des éléments qui font partie de la protection, en fait. Donc, tout ça, c'est des éléments qui font partie de la protection. Donc, l'élément, l'identification des risques, les stratégies pour minimiser les risques aussi, les éventuels couplages qu'il pourrait y avoir. Tout ça, c'est des points auxquels penser, en fait, pour protéger davantage les données quand on fait de la recherche à partir des données concernant des êtres humains. Vous pouvez, par exemple, les cellules, dans le formulaire, ça c'est le formulaire, l'un des formulaires utilisés. Donc, il y a différents types de données, en fait, qu'il faut protéger. Donc, c'est important justement de savoir ces données-là, à quel type de données on aura accès, comment on va les protéger. Donc, si vous voulez continuer la réflexion, vous pouvez peut-être consulter l'avis de la CERNA qui est très pertinent, en fait, pour cette question-là.
Vous pouvez faire une formation. Je me suis servi aussi de ce document-là, la formation en éthique de la recherche, le PTC2, très pratique aussi, pour avoir une très bonne idée si vous avez lu le texte. Donc, ça permet de bien résumer ce texte-là. La formation et les rencontres virtuelles du M3S aussi, il y a une formation qui est très bien faite. Donc, tout ça, c'est je vous suggère de les consulter en fait pour avoir une bien meilleure idée de la question de la recherche qu'on peut faire justement à partir des données ou en IA ou en sciences des données. Donc, comme on a vu, l'éthique vise la dignité humaine et favorise la protection de la confidentialité en contexte de recherche avec des personnes humaines, avec le consentement joue un rôle central et c'est ce qui permet de dire on donne le pouvoir aux personnes et c'est important de toujours tenir compte des attentes des personnes en termes de respect de la vie privée. Et un comité d'éthique est là pour s'assurer que les mesures de protection des données personnelles sont en place en vue de préserver la confiance des personnes dans la recherche universitaire. Voilà. Merci beaucoup.